Est apparu. Un bateau qui entre dans un port est chose banale, direz-vous. Et pourtant, il a suffi d'une simple sirène pour que tout Alger prête un instant l'attention, s'arrête, se retourne, car tout ce qui intéresse son port intéresse Alger. Je n'en veux pour preuve que la ville elle-même, appuyée sur ses collines bien commodément pour des tas de siècles, afin de pouvoir mieux le regarder, et que rien de ce qui s'y passe ne lui échappe. Alger n'ignore pas en effet ce qu'elle lui doit. Elle lui doit d'exister et d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Car cette ville immense, cette capitale, n'était il y a environ 3 siècles qu'un modeste village au bord de la mer. Ses habitants l'appelaient El Jezaïr, les îles, en raison de quelques îlets minuscules qui s'étendaient devant, quelques rochers dont l'un seulement pouvait mériter le nom d'îlot. C'est pourtant par cet îlot qu'El Jezaïr devait entrer dans l'histoire. En 1509, l'Espagne, alors grande puissance coloniale, s'en empara et construisit une forteresse destinée à protéger ses navires de commerce contre les pirates qui parcouraient la Méditerranée. L'îlot, promu place forte, fut baptisé le Peñón, le gros rocher. 20 ans plus tard, un célèbre corsaire turc, Khayr ed-Din, surnommé Barberousse, s'installa en maître à El Jezaïr et réussit à chasser les Espagnols de leurs rochers. Pour éviter leur retour, en même temps que pour créer un abri pour ses navires, il entreprit aussitôt de relier l'îlot à la terre ferme par une jetée que 30 000 esclaves construisirent en 2 ans. Ainsi se réalisa la première ébauche de ce qui allait devenir le port d'Alger. Pendant 3 siècles, El Jezaïr servit de refuge à tous les pirates de la Méditerranée. À l'abri de ce havre minuscule, ils déchargeaient leur butin, tandis que marins et passagers étaient vendus comme esclaves, ou quand la prise en valait la peine, échangés contre rançon. Miguel Cervantes, auteur de Don Quichotte, resta 5 ans prisonnier des pirates barbaresques, de même que quelques années plus tard le poète Rognard. Certains connurent la mort dans d'affreux supplices, ainsi qu'en témoigne dans un musée d'Alger ce moulage d'un captif emmuré vif dans un bloc de pisé. Malgré ses dimensions réduites, le port ne subit pas de transformation. Sa défense seule préoccupait les maîtres d'El Jezaïr. Tant au Peñón que sur les forts dominant la ville, une puissante artillerie en défendait l'accès. Et jusqu'en 1830, Espagnols, Hollandais, Anglais et Français engagèrent contre les pirates barbaresques des combats qui ne purent ni détruire leur flotte, ni diminuer leur audace. Après le débarquement de la flotte française à Sidi Ferruc et l'entrée des Français à Alger, le premier souci du nouveau gouvernement fut de faire de la Darse un port digne de ce nom. 5 ans après la prise d'Alger, une violente tempête au cours de laquelle furent broyés 18 navires montra à quel point ce port primitif était dangereux pour une flotte importante. Une ère nouvelle allait commencer. Dès 1848, la construction de la jetée nord barre le port aux vents les plus mauvais. En 1870, avec l'achèvement de la jetée est, Alger possède un vaste bassin bien protégé de tous côtés. Parallèlement à son port, Alger se développe et s'étend vers le sud.
La mosquée de la pêcherie, dont la mer venait battre les murs, en est désormais séparée par un large quai. Tandis qu'à la place des anciennes falaises, un grand boulevard est construit. Mais le port grandit toujours. En 1914, un nouveau bassin est né, le bassin de Lagagne. Et toujours le long de ce port, la ville s'étend. À peine terminés, ces travaux se révèlent déjà insuffisants. Et en 1922, un troisième bassin apparaît, entraînant vers lui la ville qui ne cesse de se développer. Ayant grandi ensemble et parallèlement, Alger et son port révèlent les mêmes contrastes. Il y a autant de différences entre les modernes buildings du gouvernement général et tel coin de la Casbah qu'entre l'ancienne darse des Turcs et les puissantes installations portuaires du bassin de Mustapha. Tel qu'il est aujourd'hui, par son importance, son trafic, ses vastes entrepôts, le port d'Alger a fait de l'Algérie le premier fournisseur de la France. En parcourir les 6 kilomètres de quai, c'est découvrir toute l'Algérie laborieuse, tout le travail de son sol et de son sous-sol. Du fond du sol algérien viennent le gypse, le fer, le plomb, le manganèse, le zinc, les phosphates. Voici les vins de ces riches vignobles. L'alpha des steppes. Le blé des plaines immenses. Les primeurs du Sahel, dont les expéditions sont soigneusement contrôlées sur le quai même de l'embarquement. Voici enfin les fruits pleins de soleil, oranges, mandarines et citrons, et les dattes des oasis. Plusieurs fois par semaine, la gare maritime d'Alger devient le centre d'attraction de la ville. L'arrivée d'un courrier de France est un événement qui, pour habituel qu'il soit, ne passe jamais inaperçu. Premier port de voyageurs de l'Algérie, Alger est aussi, depuis l'ouverture du canal de Suez, un important port d'escale. Situé à mi-chemin entre la mer du Nord et Port Saïd, c'est en effet un point de relâche normal pour les bateaux de toute nationalité faisant route vers le Proche et l'Extrême-Orient. À leur intention, d'importantes installations charbonnières ont été créées, tandis que les paquebots long courriers sont ravitaillés en mazout par des bateaux-citernes conçus à cet effet. Même en Algérie, le brouillard rend parfois la navigation dangereuse. Aussi, à quelques kilomètres d'Alger, s'élève maintenant le radiophare du cap Caxine. Par temps de brume, un indicatif émis automatiquement toutes les 4 minutes permet aux navires de connaître avec précision leur position par rapport à la côte.
Les bateaux ayant subi quelques avaries en cours de voyage trouvent au port d'Alger une grande forme de radoub permettant d'effectuer rapidement leur réparation. Enfin, un matériel flottant très moderne complète l'équipement du port, tel le ponton Mature Atlas que nous voyons ici décharger une locomotive diesel de 120 tonnes, la mettre à quai et la poser sur rail avec autant de facilité que s'il s'agissait d'un jouet d'enfant. Voici la drague chargée du nettoyage du port. Et voici enfin le remorqueur Saint-Louis à qui échoit la délicate mission de guider à travers les différents bassins les plus gros paquebots. À quelques kilomètres du port maritime, l'aéroport d'Alger, son complément normal, est devenu en peu d'années la plaque tournante des routes aériennes d'Afrique. Venant de France, de Tunisie, du Maroc, allant à Gao, Dakar, Brazzaville, au Tchad, à Madagascar ou à La Réunion, les avions se succèdent sur le terrain de Maison-Blanche. Dans cette tour de contrôle qui le domine, des opérateurs, en contact direct avec les pilotes, règlent ce va-et-vient, placent sur le terre-plein les appareils arrivants et dirigent ceux qui s'en vont vers leur piste d'envol. Rien que par la compagnie Air France, plus de 5000 passagers arrivent ou partent ainsi chaque mois de l'aéroport de Maison-Blanche. De même que le port maritime a ses formes de radoub, le port aérien a ses vastes ateliers où les appareils sont vérifiés entre chaque vol. L'avion de Casablanca est prêt pour le départ. Tandis que les passagers se dirigent vers l'appareil et prennent place à bord, le chef pilote s'enquiert à la météo des derniers renseignements parvenus. Géographique et grâce aux efforts déjà accomplis, le port aérien d'Alger semble promis à un avenir digne de celui de son grand frère aîné que les passagers de chaque avion peuvent admirer dans toute son ampleur quelques secondes seulement après avoir décollé. À côté de ces bassins immenses, de ce port en constante évolution, il est un endroit qui ne changera plus ou guère. C'est la modeste Darse des Turcs, berceau du port d'Alger. Si l'îlot du Peñon, aujourd'hui siège de l'amirauté, garde encore un aspect militaire, sa période héroïque est maintenant terminée. Les gros anneaux de fer qui amarraient tartanes et caravelles ne retiennent plus aujourd'hui que de paisibles barques de pêche. C'est là que se sont groupés les pêcheurs d'Alger. Venus pour la plupart des rivages napolitains, ils ont retrouvé là le soleil et la douceur de leur pays natal. Venant de ports plus lointains, d'autres bateaux se rangent parfois à côté des leurs, et si le soleil qui joue sur leur coque n'arrive pas à faire oublier aux équipages la rude côte bretonne, pays de la pêche,
Il trouve cependant ici un môle parfaitement aménagé et une poissonnerie modèle. Les marins musulmans d'Alger sont en petit nombre. Ils ont leur saint protecteur dont le tombeau, d'où jaillit un palmier centenaire, est encastré parmi d'anciens bâtiments turcs du Peñol. L'eau de la Darse tient de ce saint voisinage des propriétés particulières. C'est pourquoi on peut voir chaque jeudi les femmes musulmanes venir s'y livrer à des ablutions rituelles et remplir des récipients qu'elles emportent précieusement chez elles. Tout près de là, voisinant avec les barques de pêche, toute une flottille attend le dimanche pour déployer ses voiles au soleil. Certains trouvent, sans quitter le port, le moyen de dégourdir leurs muscles ankylosés par une semaine de bureau, et de même qu'il fait vivre toute une population, le port d'Alger lui permet aussi des loisirs variés et adaptés à tous les goûts. Avec plus de fougue mais moins de technique, les femmes s'adonnent aussi aux joies de l'aviron. Alors que d'autres, mollement étendus sur le ciment d'une jetée, préfèrent le bon soleil et le repos intégral aux vanités des compétitions. Mais tandis que celles-ci continuent à s'époumoner sur leurs rames avant de s'écrouler sur la ligne d'arrivée, laissez-moi vous dire, pour vous rendre jaloux, que ces images ont été prises en décembre, alors que depuis longtemps déjà vous ne sortiez plus qu'emmitouflés dans vos pardessus et vos fourrures, et que la seule idée d'un bain froid aurait suffi, j'en suis sûr, à vous donner une congestion. Bientôt s'allument les feux du port. Alger, dans la pénombre, se repose de l'éblouissante lumière de la journée. Et sur le quai où accostaient jadis au retour de leur course les pirates barbaresques, des amoureux tranquillement se promènent aujourd'hui. Le lendemain matin, comme chaque matin, dès que le soleil se lève derrière les montagnes de Kabylie, tout reprend son animation coutumière. Et de toutes ces terrasses, de toutes ces maisons étagées, Alger, commodément appuyé sur ses collines, contemple avec fierté ce port qui a fait d'elle, en l'espace d'un siècle, une des premières cités de l'Afrique du Nord.